À la une, la baisse des prix du gaz butane. La bouteille B6 est à 2000 francs. La B12 passe de 5035 francs à 5035 francs. La bouteille de 17,5 kg à 7050 francs contre 7380 francs précédemment. Une baisse d'au moins 200 francs par bouteille. Manifestation de colère de 2000 candidats au brevet de technicien supérieur BTS session 2016. Ils sont sans convocation, mais le ministère rassure, des mesures sont prises pour régler le problème. Clôture de la première session extraordinaire de l'année 2016, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi autorisant le chef de l'État à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Au moins 4 morts et une vingtaine de blessés dans une série d'explosions en Thaïlande. 11 bombes ont explosé en 48 heures dans 5 provinces du sud. La police privilégie la piste du sabotage local. 20h, bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal sur RTI 1. Une dizaine de jours après le transport, c'est le gaz butane qui enregistre une baisse dans les coûts. Moins 200 francs CFA en moyenne sur chaque type de bouteille. La B6 est fixée à 2000 francs CFA. La B12 passe de 5200 à 5035 francs. Ces prix fixés par le ministère du Commerce sont-ils déjà effectifs? À quoi s'exposent les contrevenants? Moussa Konaté. Le prix du gaz butane connaît une réduction ce mois d'août. La bouteille B6 est fixée à 2000 francs. La B12 à 5035 francs au lieu de 5200. La bouteille de 17,5 kg passe de 7380 à 7050 francs. Celles de 25 et 28 kg sont vendues respectivement à 10 070 francs et 11 280 contre 10 540 francs et 11 805 francs, soit une baisse d'environ 200 francs sur chaque quantité. Le gaz butane bénéficie de ce qu'on appelle l'ajustement automatique des prix. L'État a donc fixé les prix du gaz butane sur un arrêté interministériel. Ces nouveaux tarifs du gaz domestique devraient faire le bonheur des populations. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre selon les consommateurs. La carte diminuer gaz là, c'est trop cher. Ça là, c'est 5500. Le gaz là, j'ai changé ça hier. Et puis le prix toujours c'est 5500. Ça n'a pas diminué. Il y a un temps c'était 2300. Maintenant ils ont enlevé 100 francs là-dessus. Donc c'est resté sur 2200. Entre le prix officiel et le prix dans les magasins, un écart est donc constaté. Les revendeurs pour leur part demandent un ajout de 200 francs. Il faut que le gouvernement aussi voie pour monter pour que nous puissions avoir quelque chose. Puisqu'actuellement nous n'avons rien dedans, on n'a rien dedans. Qu'on laisse le prix à 2200 pour nous, qu'on puisse gagner un peu plus. Voilà. Les ventes gaz ont des magasins qui louent. Ils ont des gérants. Et en plus de ça, ils déposent une caution auprès des marketeurs pour avoir les bouteilles. Même pour recevoir la charge, c'est payé comptant. Vous voyez que ces charges-là sont énormes. Donc, le service de proximité que nous rendons à la population, qui leur permet de ne pas prendre les bouteilles sur la tête pour aller à la station, ou de ne pas prendre les véhicules, le taxi ou le voiture pour aller à la station, on leur demande de donner, je crois que 200 francs. Nous sortons d'un atelier avec l'ensemble des revendeurs du gaz butane. L'une des résolutions qui est sortie donc, de cet atelier, c'est de convenir d'un prix de proximité qui ne devait pas excéder 200 francs, qui devait être entre 100 francs et 200 francs pour le service de proximité qu'offrent les revendeurs dans les quartiers. Mais à la différence des stations-service, dont le prix est le prix homologué par l'État de Côte d'Ivoire. Mais dans l'attente, je dirais que ces résolutions deviennent des décisions opérationnelles, c'est-à-dire des décisions qui soient donc validées par le gouvernement, nous sommes tenus d'appliquer le dispositif réglementaire actuel. 200 francs de réduction par les autorités, 200 francs pour le service de proximité pour les revendeurs. Du coup, le prix du gaz semble inchangé chez les consommateurs. Je souhaiterais que l'État mette des agents sur le terrain afin de... Voilà, sinon, sincèrement, on ne ressent pas ça, on ne ressent pas. Nos agents sont déployés sur l'ensemble du territoire pour effectivement veiller à l'application effective des prix du gaz butane sur l'ensemble du territoire. Lorsque le contrevenant n'applique pas les prix, il est automatiquement sanctionné parce que c'est dans notre dispositif réglementaire, on parle donc de pratiques de prix illicites. Les pratiques de prix illicites sont sanctionnées par nos tests, notamment donc l'ordonnance sur la concurrence,
qui donc fixe une amende pécuniaire qui va donc de 100 000 francs à 50 millions pour pratique de prix illicites. Les revendeurs sont donc invités à respecter les tarifs actuels. Les consommateurs peuvent aussi dénoncer tout contrevenant à ces mesures. Pour d'éventuelles plaintes, des numéros verts sont disponibles, ainsi que le site internet du ministère du Commerce. Direction Boaké, à plus de 300 km d'Abidjan. Là-bas non plus, les baisses tarifaires ne sont pas encore appliquées. Les nouveaux tarifs du transport urbain qui datent du 1er août dernier ne sont encore visibles que sur le papier. Quelles sont les raisons qui empêchent l'application effective de cette mesure? Amadou Ouattara s'est intéressé à la question. Suite aux différentes baisses des prix du carburant à la pompe en Côte d'Ivoire, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a exhorté les transporteurs à réduire les tarifs des tickets de voyage et autres déplacements interurbains. À Boaké, cette baisse du prix est matérialisée par la remise au directeur régional des transports de Gbeke d'un document comprenant la baisse des tarifs de transport. Document remis par la délégation régionale du Haut Conseil des transporteurs pour les régions de Gbeke et du Hambol. Cette délégation communique quelques nouveaux coûts de déplacement. Nous avons diminué les prix de 50 à 40% sur toutes les destinations, surtout en ville à Boaké. Les taxis villes, les taxis brousses, les Gbaka ont été diminués de 50 à 40%. Ici, à Abidjan, c'est 5 000. C'était 7 000. Aujourd'hui, nous sommes à 5 000. Ici, Yamsoukro, c'était à 3 000. Aujourd'hui, nous sommes à 2 000. Boaké-Ville, en partie de centre-ville pour aller tous les quartiers, de 200, nous sommes descendus à 100 francs pour les Gbaka. Les taxis-villes, aller toutes les destinations, enfin, de centre-ville au quartier, de 200, nous sommes descendus à 150 francs. Une décision pour lutter contre la cherté de la vie, mesure bien appréciée par les passagers qui souhaitent son application le plus tôt possible. J'ai été informé par la RTI même, voilà. Mais je n'ai pas encore vu ça sur le terrain en tout cas. Les chauffeurs de taxi disent n'avoir pas encore reçu de consignes. Non, on compte attendre les syndicats. On voulait que non, si les syndicats nous appliquent, voilà, nous on va marcher sur ça. À Boaké, les tarifs sont restés en état. Une sensibilisation des transporteurs et conducteurs s'impose pour l'effectivité de cette baisse de prix des titres de transport. Au marché Gouro, nous sommes dans la commune d'Abidjan, district autonome d'Abidjan. Un accident a fait un mort ce vendredi. À l'origine de l'accident, un camion de livraison qui aurait vu ses freins lâchés à l'entrée du marché. Ami Sissoko s'est rendu sur les lieux. 12 heures. Ce vendredi, à Djamima-Chogoro, du côté de l'hôpital général. À l'origine de cet accident, un camion qui a vu ses freins lâchés. Bilan, un jeune homme tué et un blessé. Des témoins racontent. Il venait à Macharé. Maintenant, ça ne peut pas rentrer. Maintenant, il est parti. Quand il est parti, maintenant, il s'est retourné. Maintenant, c'est en partant, maintenant, ça s'est passé. On déchargeait les mecs pour mettre dans le magasin. Quand on a fini de dégager, le gars est venu dire il n'a pas de frein dans son véhicule. Et on l'a dit qu'il faut attendre, on va dégager nos véhicules d'abord et puis t'as sorti. Il dit il ne veut pas. Le chauffeur a fermé le véhicule, le gars même est décédé, il a dégagé les gens que les gens n'ont qu'à quitter sur la voie. Quand mon frère a dégagé la voiture un peu devant, dans 5 minutes, et puis lui il est descendu taper le gars. Le gars, il n'a pas de frein, c'est lui-même qui a dit il n'a pas de frein. Tu ne peux pas quitter à la zone jusqu'à arriver dans le marché sans un véhicule, sans le frein. Un drame. Le bras de la victime coincé sous l'engin lourd malgré les efforts de la police et des sapeurs-pompiers. C'est jusqu'à 13h45 que nous quittions les lieux. Selon certains propos recueillis, l'occupation anarchique de la chaussée et les mauvais stationnements seraient aussi à l'origine de cet accident. Madame le ministre était là mardi, causé avec la mairie, essayer de voir comment on pouvait essayer de désengorger à Djamé. On veut nous faire croire que ce n'est pas possible. Or, c'est possible. Le déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement, une action vivement souhaitée par la population pour donner un visage reluisant au marché Gouro comme à Djamé Liberté. L'on se souvient qu'en avril dernier, à Djamé Roxy, un camion était tombé sur des commerçants faisant plusieurs victimes, dont une fillette de 4 ans.
Sur le plan sécuritaire, la loi de programmation de la sécurité intérieure 2016-2020 a fait l'objet d'une rencontre des experts. Pendant 3 jours, ils ont travaillé sur l'élaboration d'un document pour la planification et la mise en œuvre de cette loi. Abou Sanogo. Un atelier pour tracer le plan stratégique de mise en œuvre de la loi de programmation de la sécurité intérieure sur la période 2016 à 2020 de la Côte d'Ivoire. Durant 3 jours, Police nationale, Office national de la protection civile, Eaux et forêts, Affaires maritimes et portuaires et douanes ivoiriennes ont réfléchi à l'élaboration des documents de mise en œuvre de la dite loi. Ce qu'on peut retenir dans l'ensemble, c'est l'exigence que tous les membres de l'atelier se sont faits de conduire désormais la sécurité intérieure ensemble et non les uns à côté des autres. À l'issue, l'atelier a recommandé la création d'un cadre formel et permanent de concertation des forces de sécurité intérieure relativement à la mise en œuvre et au suivi de la loi de programmation de la sécurité intérieure. La mise à disposition effective des ressources financières prévues dans le cadre de la loi de programmation de la sécurité intérieure sur la période 2016 à 2020. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est félicité de la tenue de cette rencontre. La sécurité intérieure, c'est notre mission. Chacun à son niveau est chargé d'une parcelle de cette mission. Donc, de travailler ensemble pendant 3 jours pour mettre ensemble nos intelligences, nos expériences en vue de la bonne application de la loi de programmation me paraît très important. La loi de programmation de sécurité intérieure 2016 à 2020 a pour objet de restaurer la capacité opérationnelle des forces de sécurité par une profonde restructuration de l'institution selon les priorités clairement établies. La sécurité, un point également important, voire indispensable dans l'univers carcéral. Les gardes pénitentiaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka ont bénéficié d'un renforcement de capacité. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vient de mettre à leur disposition 4 véhicules, du matériel de sécurité et des appareils de transmission. Il s'agit pour eux de mieux coordonner leurs actions au sein de la plus grande prison de Côte d'Ivoire. Serge Colléa. 4 véhicules de type 4x4, des équipements de sécurité et du matériel de communication. La MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, renforce ainsi son dispositif sécuritaire. Au niveau de la maison d'arrêt, on a toujours besoin du matériel. La sécurité n'a pas de prix. Je suis déjà content, très content de recevoir tout ce matériel. Ça va me permettre d'accroître et d'améliorer la qualité de mes services. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, attend beaucoup de ces hommes. Cette acquisition va rendre plus opérationnels les gardes pénitentiaires de la plus grande prison de Côte d'Ivoire. Restons à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, mais revenons 7 mois en arrière. La MACA a été secouée à l'époque par une mutinerie. Des détenus ont attaqué les gardes, plusieurs d'entre eux ont trouvé la mort. Quel est aujourd'hui l'état des lieux en termes de sécurité dans ce centre pénitentiaire? Serge Colléa. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan Maka, une meute éclate au petit matin du samedi 20 février 2016. Le détenu Yacouba Koulibaly, alias Yakou le Chinois, récidiviste notoire, dont la rumeur présente comme un caïd qui fait régner la terreur sur la prison depuis de longs mois, en est l'instigateur. La mutinerie dégénère. Les échanges de tirs font plusieurs morts, au nombre desquels un gardien de prison et Yakou le Chinois. Pour éradiquer la gangrène, une force d'intervention pénitentiaire est mise en place. Elle est toujours prête à intervenir. Ce sont des gens qui sont en condition physique, tous des pratiquants d'arts martiaux. Celui qui essaie, on va s'occuper de lui comme il se doit. Aujourd'hui, environ 6 mois après cette mutinerie, comment se porte la MACA d'un point de vue sécuritaire? La sécurité à la MACA, 99,99%, ça va. Aujourd'hui, les agents de la MACA sont équipés en matériel de nature à leur permettre de faire face à tout type de meute. Et nous avons entrepris depuis les événements du 20 février certaines actions pour assainir la MACA. Il n'y aura plus de caïds.
Plus de caïds à la Maka. Le ministre en veut pour preuve le démantèlement récent des réseaux de malfaiteurs qui tentaient de tisser sa toile au sein même de l'établissement pénitentiaire. Les intéressés avaient 13 téléphones portables, une bonne Wi-Fi et un ordinateur portable, à partir duquel ces personnes se livraient à des actions vraiment criminelles. Donc nous avons mis immédiatement fin à cela. Le matériel a été saisi et il sera transmis incessamment à la DITT. Pour les surveillants, les conditions de travail se sont améliorées. Yakou le chinois, ça c'est un passé. On n'aura plus un nouveau qui va naître ici. En tout cas, dès qu'il se lève, dès que nous aussi on se lève, nous sommes prêts et nous serons toujours prêts à assurer la sécurité. Les conditions de travail réunies, les gardiens de prison souhaitent voir leurs conditions de vie s'améliorer avec notamment le versement des baux pour leur maison. Tu es un agent pénitentiaire, tu fais 3 ans, 4 ans, 2 ans avant que ta maison ne soit payée. Et payée en comment? Après les 2 ans, tu donnes 2 mois. Plus de 4000 détenus peuplent à ce jour la Maka, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Manifestation d'étudiants en colère devant le cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur hier jeudi. Ils sont environ 2000 candidats au brevet de technicien supérieur BTS session 2016 à ne pas encore avoir reçu leur convocation. Le président du comité technique de la réforme du BTS les a rassurés. Les équipes du ministère sont à pied d'œuvre pour régler ces difficultés. Herman Yamia. Les candidats aux examens du brevet des techniciens supérieurs BTS qui n'ont pu éditer leur convocation à ce jour n'ont pas à désespérer. Selon le président du comité technique de la réforme du BTS, les équipes techniques du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les recevront du samedi 13 au dimanche 14 août selon un chronogramme établi et disponible sur le site du ministère www.examenbts.net. Les équipes travailleront 24 heures sur 24 du samedi au dimanche afin de satisfaire tous les candidats. Nous tenons à préciser que l'ensemble des candidats ayant rempli les formalités d'inscription, donc la préinscription en ligne, le paiement des droits d'inscription, le dépôt des dossiers physiques et l'enrôlement biométrique, participeront à la composition des épreuves. Donc aucun candidat ne sera omis dans les convocations. Abdou Maïga souligne que cette situation malheureuse est aussi de la responsabilité de certains candidats. Il y a certains étudiants qui n'ont pas déposé de dossier. Il est évident que si vous n'êtes pas inscrit à un examen et que vous n'avez pas déposé de dossier physique ni fait d'enrôlement, vous ne pouvez pas avoir de convocation. Deuxième problème se situe au niveau de ceux qui ont fait le dépôt de dossier et l'enrôlement biométrique, mais qui ont saisi leurs données lors de l'inscription en ligne avec des erreurs. Donc ces personnes, lorsqu'ils se rendent sur la plateforme, ils trouvent qu'ils ne retrouvent pas leur convocation. On estime à environ 1000 les candidats qui n'ont encore pu imprimer leur convocation, selon le président du comité technique de la réforme du BTS. Les épreuves orales débutent ce mardi 16 août et ils sont 46 963 candidats qui prennent part à ces examens. Les résultats, eux, sont prévus pour le 28 septembre prochain. Aussi, pour favoriser le bon déroulement du BTS, plusieurs réformes ont été initiées. Entre autres, l'anonymat électronique, la délibération non centralisée et le contrôle biométrique des candidats. L'Assemblée nationale a enregistré ce jour la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2016. Le projet de loi autorisant le chef de l'État à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été adopté à l'unanimité. Des explications avec Hamza Diaby. Le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord de partenariat économique intérimaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne signé le 26 novembre 2008 est adopté à l'unanimité. Il est adopté à l'unanimité des 215 députés présents. L'APE est un accord de libre-échange et d'aide au développement régional négocié entre l'Union européenne et 16 États de l'Afrique de l'Ouest dont la Côte d'Ivoire, avec pour objectif d'uniformiser progressivement les relations commerciales entre les parties signataires. Nous sommes un pays exportateur et il est bon que l'Union européenne, en tant que gros consommateur de nos produits, nous puissions avoir des accords qui arrangent les deux parties. Et cet accord donc vient relancer l'ancien accord qui avait été signé en attendant bien entendu que les Africains qui sont en train de
se solidariser pour signer un accord définitif puisse le faire. Donc la Côte d'Ivoire pourra vendre ses produits en Europe, bénéficier largement des tarifs douaniers et cela va bien entendu redynamiser notre économie et permettre de maintenir ses emplois. Voir prospérer les entreprises ivoiriennes, cela fait partie des grands soucis du président Alassane Ouattara. C'est pourquoi depuis lors, il nous a appelés d'une manière exceptionnelle pour lui permettre de ratifier l'accord entre la Côte d'Ivoire et l'UE. Nous avons apprécié cette démarche. Nous sommes venus nombreux pour donner notre accord au chef de l'État. Si l'accord de partenariat économique intérimaire n'avait pas été ratifié, certaines exportations majeures de la Côte d'Ivoire seraient taxées sur le marché européen à compter du 1er octobre 2016. L'ordre du jour épuisé, la fin de la séance plénière de ce vendredi marque en même temps la clôture de la première session extraordinaire de l'année 2016, ouverte le 5 août dernier. 103 personnes décorées ce jeudi par la grande chancellerie de l'Ordre national pour service rendu à la nation. 2 d'entre elles ont été faites commandeurs de l'Ordre national. Il s'agit de l'ambassadeur Aka Ezoa Lambert, directeur général adjoint du protocole d'État, anciennement conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris et chef du protocole. La deuxième personnalité élevée au rang de commandeur de l'Ordre national est Jean-Louis Ekra, qui a occupé pendant 10 ans la fonction de président de l'Afreximbank, la banque africaine de l'import-export. Il a également été directeur général de la Société ivoirienne de la Poste et de l'Épargne. Il siège actuellement au conseil d'administration de la Globelec Bank, Globelec Compagnie d'électricité, dont le siège est basé à Londres. Dans la région du Folon, c'est le retour de la paix entre populations ivoiriennes et maliennes. Une solution a été trouvée aux conflits communautaires qui les ont longtemps opposés, des rivalités essentiellement dues au foncier et à la transhumance. La cérémonie officielle de réconciliation avec Mamadou Kouassi. Depuis des mois, la frontière ivoiro-malienne, surtout la zone située dans la région du Folon, est le théâtre de violents affrontements communautaires. Des conflits fonciers entre Ivoiriens et Maliens qui ont occasionné d'importants dégâts matériels et de morts d'hommes. Un comité de crise avait été mis en place le mois dernier par les autorités de la région du Folon, en Côte d'Ivoire, en vue du règlement pacifique de ce conflit, mais aussi pour apporter assistance aux victimes. Aujourd'hui, les actions de ce comité portent des fruits. Les parties maliennes et ivoiriennes se sont rencontrées à Kaniasso, en Côte d'Ivoire, pour fumer le calumet de la paix. Des ébauches de solutions sont élaborées. Il s'agit entre autres l'arrêt systématique de création de nouvelles plantations dans la zone litigieuse, du renforcement de la sécurité au niveau de la bande frontalière, de l'harmonisation des couloirs de transhumance, de restitution des biens saisis et du respect de la limite traditionnelle de la frontière. Des mesures saluées par chacune des parties. Maliens et Ivoiriens, c'est la même population. Et surtout qu'il y a des liens séculaires entre les deux populations. Et moi, je suis particulièrement satisfait du déroulement des travaux et de la fin, parce que les chefs de village qui sont concernés, au début, ne se parlaient pas du tout. Et aujourd'hui, on a constaté qu'ils se sont présentés réciproquement le pardon. Ils sont allés jusqu'à se serrer les mains pour présenter les excuses et en promettant des lendemains meilleurs en matière de cohabitation. Il faut absolument arriver à délimiter les frontières, puisque la situation est véritablement intenable sur la question de terres cultivables. Il faut qu'on aboutisse absolument à une délimitation définitive de nos frontières. Ce que nous avons pris ici, ce sont des mesures transitoires pour permettre l'activité économique de se faire, puisque actuellement, les activités sont au point mort. Il n'y a pas d'activité dans ces zones parce que l'insécurité règne. Ces mesures ont été prises au terme d'un atelier de recherche de solutions pacifiques à la crise entre Maliens et Ivoiriens dans les villages à la lisière de la frontière. Une rencontre qui a vu la participation d'importantes délégations de chefs de village et d'autorités préfectorales venues du Mali. En politique, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, Force 2015, est au corps à corps avec la jeunesse de Bouaké. Pendant une semaine, il a été question de sensibiliser les jeunes sur le civisme et leur contribution au développement de la région de Gbeke. Le prochain référendum constitutionnel a également été évoqué. De Chris Larsen.
Ce sont des leaders d'opinion, pour la plupart des jeunes, à la fois très attentifs et heureux, qui ont reçu dans leur quartier la délégation de la Force 2015. De Gonfreville à Koko, en passant par Air France, Sokura, Ngatakro, Brocro et autres, Charles Niaouré, président de la Force 2015, a livré le même message. Nous sommes entournés dans les quartiers de Boaké à la rencontre de nos amis et frères jeunes pour les inviter à plus de solidarité et de cohésion autour des actions du chef de l'État. En octobre, il y aura le référendum constitutionnel. Ils devront déjà commencer la mobilisation autour de ce projet qui est celui de donner à notre pays une constitution digne des nations modernes. Des messages bien accueillis par les hôtes de la Force 2015. Nous sommes largement satisfaits du travail que le président Ouattara est en train de faire et je pense que le président Ouattara a besoin de nous pour le soutenir, pour qu'il aille beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous voulons dire merci parce qu'on sait qu'avec ce référendum, chacun pourra sincèrement se sentir comme un bon Ivoirien. Outre les jeunes et les leaders d'opinion, Charles Niaouré a également eu des échanges avec de nombreux responsables du RDR et du PDCI-RDA afin de les inviter à l'union et à la solidarité autour des actions du président de la République et du RHDP. Je tiens à demander à tout le monde de se mettre dans la danse, car c'est ensemble que nous pourrons construire la Côte d'Ivoire nouvelle. Une volonté sur laquelle veut compter la Force 2015 pour une paix durable dans notre pays et pour son progrès. Le Rassemblement des Républicains RDR décaisse 1 milliard de nos francs pour aider les militants de base, notamment les femmes et les jeunes en situation précaire. Ce fonds de solidarité a été lancé aujourd'hui au siège du parti à la rue Lepic. Gabriel Zani. La signature de ce partenariat entre le secrétaire général du Rassemblement des Républicains et le directeur d'un établissement financier ce vendredi au siège du RDR est un acte décisif en faveur de la solidarité tant souhaitée par les militants de ce parti. Nous avons attendu ça depuis des années et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dire merci à la direction du RDR. Merci d'avoir pensé à cette jeunesse et nous pensons qu'aujourd'hui, cette grande manifestation vient de sortir cette jeunesse-là de sa souffrance. Des jeunes visiblement heureux, les femmes du parti le sont aussi. Oui, nous voyons ce fonds comme un instrument efficace qui nous permet d'apporter notre contribution à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous vous invitons donc à prendre soin de ce fonds de soutien, à en faire un bon usage, à respecter les délais de remboursement. Lutte contre le chômage des jeunes et des femmes. Le RDR veut faire de l'initiative de la microfinance une réussite avec un apport d'1 milliard de francs CFA. Au-delà de ce fonds minimum, que nous espérons au minimum, fonds de base, la suite dépendra de chacune et de chacun d'entre vous, parce qu'il s'agit d'une aide qui doit tourner de façon revolving pour permettre au maximum de nos militants d'être assistés. Une aide à faire tourner pour que tous en bénéficient et dont les ministres, les élus et cadres du parti sont les principaux donateurs. Appelle donc à la responsabilité dans la gestion de cette initiative. Une politique de solidarité qui vient ainsi démontrer que le RDR n'a pas oublié les siens, selon le secrétaire général par intérim du Parti des Républicains. Militantes et militants du RDR, voici venus. Le moment de mettre à votre disposition des moyens pour vous aider à réaliser des projets salutaires. Faites-en la demande auprès des structures de base indiquées à cet effet dans vos localités. Ce fonds de soutien aux militants qui sera opérationnel dans les tout prochains jours vient ainsi conforter dans sa mise en œuvre le volet d'aide à la réalisation du projet de la politique de solidarité de notre parti. Le RDR fête l'initiative de la solidarité, mais en même temps, Amadou Soumaoro invite les militants à la mobilisation et à la vigilance pour soutenir le chef de l'État. Dans l'actualité internationale, une série d'explosions meurtrières en Thaïlande. En tout, 11 bombes ont explosé entre jeudi et vendredi à travers 5 provinces du sud de la Thaïlande. Au moins 4 personnes ont été tuées et une vingtaine de blessés, dont 10 étrangers.
Pour l'heure, la police privilégierait la piste du sabotage local et pas l'attaque terroriste. Et puis en sport, Jeux olympiques de Rio au Brésil, la Côte d'Ivoire entre en lice ce soir. Muriel Aoré et Talou Marie-Josée ouvrent le bal en athlétisme. Muriel Aoré fait partie des favorites du 100 mètres et du 200 mètres. Marie-Josée Talou, elle, est en pleine montée en puissance. Elle a remporté une médaille d'or à Londres. 32 ans après l'argent de Gabriel Tiako à Los Angeles sur le 400 mètres, le pays espère de nouvelles médailles des Jeux olympiques. Terminons par un communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le lundi 15 août 2016, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est la fin de ce journal. Merci d'être sur RTI 1. Très bonne soirée à tous.